Et là, il y a tout un débat. Il dit, il y en a un, par exemple, Ruff, il dit, il n'est pas immoral d'utiliser les criminels en tant que des hommes, des femmes, des enfants étaient exposés à la mort et des millions de gens devaient faire au front le sacrifice de leur vie. Et Rostock, il dit, bah, moi, j'aurais accepté de subir les expériences des sulfamides si j'avais été condamné, et, etc. Donc, en fait, je crois que tout ça pour dire que, finalement, le débat va être là-dessus, et tout le monde va demander... et là, il y a Sauter qui interroge Ivy, donc toujours ce médecin, il lui dit, il n'y a pas de prisonniers politiques aux États-Unis. Et alors, il lui dit, n'y a-t-il pas des prisonniers condamnés pour trahison, pour conspiration avec l'ennemi en temps de guerre? Il y a eu des cas comme cela qui ont été punis. Ce sont des prisonniers politiques. N'en avez-vous pas, monsieur, en Amérique? Et là, Sauter, qui est extrêmement un très bon avocat, il évoque en filigrane un sujet qui va rester pendant longtemps tabou aux États-Unis, celui de l'emprisonnement des Japonais dans des camps de concentration, enfin, qui n'ont pas c'est pas dans des conditions, c'était des camps dans lesquels ils vivaient dans des conditions très dures, où on a enfermé des milliers de Japonais aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a eu torture, mais en tout cas, là, vous voyez qu'il y a une défense extrêmement fine. Alors, je crois que on pourrait en évoquer pendant longtemps, mais il y a, comment dire, Rose qui va se débrouiller très bien. Il va dire, voilà, on ne doit pas salir la mémoire, il dit, de certaines personnes, en particulier des Pinger. Lui va être extrêmement bon dans sa défense en donnant l'analogie des expériences avec les expériences réalisées en maladies infectieuses, où il y a l'expérimentation sur les hommes. Alors le 7e argument, c'est le serment d'Hippocrate ne s'applique pas aux médecins. Alors voilà, ça c'est la grande question. Wels dit le serment d'Hippocrate est inapplicable actuellement, et en fait, il dit le serment d'Hippocrate s'applique dans les rapports entre le médecin et le malade, mais il perd tout sens lorsqu'il s'agit de sujets sains. Becker dit le serment d'Hippocrate n'est plus d'actualité, il est trop vieux, il était destiné à protéger les jeunes médecins contre les charlatans, et dit et c'est vrai que dans le serment d'Hippocrate, on n'évoque pas les médecins chercheurs. Alors, c'est vrai que le problème des expériences est beaucoup plus sérieux et plus compliqué que ce que pense. Enfin, tout le monde regrette qu'il n'y ait pas de règles éthiques, et tout le monde s'aperçoit que finalement, le but, et tout le monde en arrive à la conclusion, aussi bien les accusés que les avocats de la défense, que les avocats de l'accusation, que finalement, il faudrait établir une réglementation. Et là, c'est là où intervient une autre personne. Donc on a vu que le premier personne, c'est Leo Alexander, qui était le médecin juif allemand qui avait en fait recueilli tous les renseignements. Le deuxième médecin, c'était Ivy, qui était un spécialiste des expérimentations, qui connaissait parfaitement toutes les expérimentations. Et le troisième, c'est Werner von Brandt, qui est un Allemand qui était marié avec une juive et qui avait perdu ses fonctions parce qu'il était officiel de professeur, parce qu'il était psychiatre, hein, il travaillait à l'Institut psychiatrique de Berlin. Et en fait, pendant la guerre, il a exercé en privé. Et il est en 1946 nommé professeur d'histoire de la médecine à Erlangen. Et lui, il est admis comme témoin. Et là, en fait, il va y avoir tout un témoignage sur l'importance de l'éthique et en quoi, finalement, il explique un peu le mode de pensée biologique des Allemands. Et dans son témoignage, il dit le régime hitlérien rejetait, c'est-à-dire exterminait tout ce qui n'entrait pas dans l'ordre démoniaque de la conception raciale. Et il dit que voilà, l'homme est d'abord un homme, le médecin est d'abord un homme qui est un homme. Il dit que c'est important d'avoir la conscience humaine. On se souvient qu'une des personnes, on lui demande, mais il dit entre l'être humain et le sujet d'expérience, il y a la conscience. Et donc, il se montre opposé à l'euthanasie. Enfin, il y a tout un développement intéressant, mais qui serait un peu long à dire. Mais en fait, il rappelle cette phrase d'Hitler. Celui qui ne voit dans le national-socialisme qu'un mouvement politique n'y comprend presque rien. C'est davantage encore qu'une religion. C'est la volonté de création humaine, nouvelle, sans base biologique et sans but biologique. La politique est aujourd'hui complètement aveugle. Alors il va y avoir comme ça une argumentation. Et en fait, en rappelant que
je rappelle que les Allemands, le 24 novembre 1933, avaient mis en place une loi de protection des animaux pour prévenir la cruauté et l'indifférence de l'homme envers les animaux. Et ça a été une loi qui a été mise en place par Adolf Hitler. Et donc, il explique, Léo Alexander, qu'il faudrait mettre au point une législation pour les expérimentations. Alors il donne des idées. Il dit la réalisation des expériences sur des condamnés à mort était une occasion. Aucun déporté n'a été gracié. C'est-à-dire que il dit les condamnés en général aux États-Unis, ils donnaient leur consentement et ils ont été aucun aux États-Unis n'a subi d'expérimentation sous la contrainte et sous la force. Alors, Léo Alexander va donner 6 conditions légales et éthiques pour les expériences. Il dit qu'il faut, premièrement, qu'il n'y ait pas de contrainte. Deuxièmement, il faut une explication suffisante de la part de l'expérimentateur. La nature de l'expérience doit avoir un caractère humanitaire, avec le but final de guérir, traiter ou prévenir les maladies, et ne doit avoir rien de commun avec des méthodes d'examination et de stérilisation. Troisièmement, toute expérience dont la raison d'être est a priori ou la conclusion probable serait la mort ou un dommage durable causé au sujet est défendue. Quatrièmement, tout doit être prévu et préparé pour protéger le sujet d'expérience contre une possibilité éloignée de maladie, d'infirmité ou de mort. Cinquièmement, le degré du risque à courir ne doit jamais dépasser le degré d'importance du problème à résoudre. Sixièmement, les expériences ne doivent être décidées qu'après la recherche approfondie d'une solution par les moyens physico-chimiques et les expériences animales et la conviction que les résultats les justifieront. Donc là, il donne un petit peu les traces. Et donc, Ivy est d'accord. Et en fait, il lui-même dit un prisonnier peut participer aux expériences à condition d'exercer aucune pression sur lui. Il faut lui donner une récompense limitée, des explications détaillées et une autorisation écrite. Alors, donc, si on veut résumer tout ça, c'est de dire que finalement, dans le code de Nuremberg, il y a quatre en fait bases. Il y a le serment d'Hippocrate, il y a le code de William Beaumont, ce fameux médecin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le médecin physiologiste qui avait fait des expériences avec Alexis de Saint-Léger. Il y a les principes de Claude Bernard, et également les principes de l'AMA, d'après American Medical Association, d'après Percival. Et tout ça va aboutir au Code de Nuremberg, où là, on a en fait 10 points importants. Premièrement, consentement volontaire du sujet est absolument essentiel. Deuxièmement, l'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d'autres moyens. Troisièmement, les fondations de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur des animaux ou dans la connaissance de la genèse de la maladie. Quatrièmement, l'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance ou tout dommage physique et mental non nécessaire. Cinquièmement, l'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la mort ou l'invalidité du sujet. Sixièmement, les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience envisagée. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. Le sujet doit être libre pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience s'il estime avoir atteint le seuil de résistance mentale et physique au-delà duquel il ne peut aller. Et dixièmement, le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort. Vous avez le résumé du Code de Nuremberg. Et je crois qu'en fait, l'idée dans tout ça, c'est d'avoir essayé à travers ça, on comprend beaucoup mieux le Code de Nuremberg à travers les leçons de ce procès. Alors, les 23 accusés, 16 sont reconnus coupables, 5 ont eu réclusion à perpétuité, 4 ont eu des longues peines d'emprisonnement, 7 ont été condamnés à mort. Mais en fait, celles qui ont eu des longues peines, 20 ans, ça a été traduit en 10 ans. À vie, ça a été 20 ans. Enfin,
20, oui, 20 ans. Il y a eu des gens à vie, c'est 15 ans pour Schröder. En fait, en général, il y a eu quelques condamnations à mort, 7 condamnations à mort, et c'est ça. Alors, je crois que là, l'affinement, il y a eu par la suite des affinements. La formulation connaissance détaillée, hein, plutôt que connaissance de l'expérience. Et on s'est posé des questions, puisque le sujet n'a toujours pas les capacités, n'a pas toujours les capacités intellectuelles et culturelles pour comprendre les détails, les effets placebo, les relations médecin-malade. Voilà. Et il y a eu après la déclaration d'Helsinki. Est-ce que vous voulez 2 minutes pour une discussion, ou je termine juste par... je crois qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le point de départ de la prise de conscience de ce que l'être humain pouvait faire sur un autre être humain, les dangers des progrès de la science et la nécessité d'encadrer les expérimentations par un certain nombre de règles. Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu 2 médecins qui ont écrit cette phrase. Il est une tradition de solidarité dans le corps médical, mais Dieu interdit que, tandis que s'estompe le souvenir des camps de concentration et que le monde à nouveau se retrouve dans des conférences internationales pour échanger idées et découvertes, qu'un chirurgien, qu'un médecin puisse dire des praticiens allemands, ce sont des scientifiques après tout, des hommes comme nous devons nous asseoir à une table et échanger avec eux des idées si la science médicale ne veut pas trop souffrir ou périr. À ceux qui pardonnent ou oublient trop vite, j'adresse ces lignes. Et comme l'a dit ce même personne, les 23 accusés du procès des médecins de Nuremberg ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, car le mal s'était étendu à l'ensemble du corps médical, ce qui semblait une évidence. Voilà. Si vous voulez, est-ce que vous voulez discuter, ou vous avez encore 5 minutes pour vous donner juste des éléments intéressants de piste? Alors les éléments intéressants de piste, c'est New England of Medicine. Question: a-t-on le droit de publier des données non éthiques? Il n'est pas garanti que la mauvaise science et la mauvaise éthique vont de pair. Et la question, c'est: la connaissance n'est pas tout. En fait, c'était dans l'article fait par Engel. La connaissance n'est pas tout et ne donne pas tous les draps. Faut-il continuer, New England Journal of Medicine, faut-il continuer à publier les données sur les expériences d'hypothermie, non pas d'hyperthermie? Alors, il était écrit par le rédacteur en chef: les expérimentations constituent de si énormes violations des règles humaines qu'on ne doit leur accorder aucun crédit. Et d'abord, Robert Pozos dit que, il dit, et Robert Berger, il y en a un qui dit que les résultats des études mériteraient d'être retenus en raison de leur intérêt d'un point de vue théorique que du point de vue pratique, tandis que Robert Berger, lui, s'y oppose en disant qu'il y a beaucoup d'erreurs d'ordre méthodologique. Alors, deuxième question: faut-il bannir certains noms de syndromes? Alors moi, j'ai publié plusieurs, ça a été une question que j'ai soulevée dans la presse médicale. Nous, je vous ai donné le nom de Fallope, je vous ai donné, je ne sais pas moi, l'appareil de Golgi, la maladie d'Alzheimer. Il est de notoriété publique que, en fait, de notoriété habituelle, qu'en médecine, on donne le nom d'une personne pour l'honorer. Et que c'est une façon de transmettre pour les générations futures le souvenir d'une personne. C'est le plus grand honneur qu'on peut donner à quelqu'un. Enfin, le mot faire un Dujarrier est connu parce qu'il y a le Dujarrier, point, le Poutocol, c'est Poutocol, ou parce qu'il y a fracture du Poutocol, ou c'est comme ça. L'appareil de Golgi, les trompes de Stache, etc. La question, c'est qu'il y a des gens qui ont été moralement, qui n'ont pas adopté une moralité, qui n'ont pas adopté une morale éthique acceptable. Par exemple, ce médecin qui s'appelle Allevorden, il a réalisé des expériences sur les cerveaux de pensionnaires d'asile qui ont été gazés au centre de Brandenburg. Il y a une maladie de Allevorden-Spatz, et donc certaines personnes veulent supprimer ce syndrome. On a la même chose avec le syndrome de Reiter. Pour les médecins, il y a la maladie de Pfister-Leroy-Reiter. Pfister et Leroy étaient des médecins français sur le front français, et Reiter était un médecin allemand. Et en 1916, ils ont identifié cette maladie qui se manifeste par des troubles articulaires, une atteinte oculaire et une infection.
à la suite de salmonellose ou d'infection digestive. Mais ça survient après une infection chlamydia chez des gens qui sont bien souvent HLA-B27. Or, nous, on l'appelle la syndrome de Pfister-Reiter parce que Cocorico, on n'a pas voulu donner le nom de maladie de Reiter. Par contre, les Américains l'appelaient la maladie de Reiter. Or, Reiter, pendant la guerre, a diligenté une expérimentation. Paradoxalement, il n'a jamais été inquiété. Et il était en fait responsable, c'est lui qui donnait son imprimature sur tous les documents, sur toutes les demandes d'expérimentation. Donc les Américains, depuis 10 ans, n'appellent plus la maladie de Reiter, mais l'appellent arthrite réactive. Et donc, dans le JAD, Journal American Academy of Dermatology, il y a eu à un moment un article sur le syndrome de Reiter, et j'ai écrit un article disant pourquoi les rhumatologues, eux, ne l'appellent plus maladie de Reiter, en raison de son activité. Donc maintenant, les dermatologues, exactement, font la même chose. En revanche, les Français n'ont pas adopté de consensus. La maladie de Wegener, les rhumatologues veulent supprimer cette maladie parce que Wegener était pathologiste à Lodz et aurait été impliqué pendant la guerre dans des expérimentations. Et on veut l'appeler granulomatose. Donc il y a un certain nombre de maladies. Moi, par exemple, j'ai travaillé aussi sur le Riche. Le Riche, pendant la guerre, était président du Conseil de l'Ordre des médecins. C'est-à-dire que... et donc j'ai écrit un article qui est paru dans International Journal of Cardio, dans lequel je dis le Riche, qui était probablement un grand chirurgien cardiovasculaire, et qui a donné le syndrome de Lorich, la maladie de Lorich. En fait, pendant la guerre, c'est lui qui était président du Conseil de l'Ordre et c'est lui qui signait en fait les demandes dans lesquelles les médecins juifs n'étaient exclus de la profession médicale. Donc je dis, pour cette raison, on ne mérite pas de retenir le mot de Lorich comme éponyme. Mais ça se discute. Il y a des gens qui disent oui, non, mais ça c'est une question. Troisième chose, troisième débat. Il y a un livre qui s'appelle le Pernkopf. Le Pernkopf, si vous allez dans les bibliothèques médicales, c'est un très beau livre d'anatomie et qui a été écrit par un anatomiste qui s'appelle Pernkopf, un anatomiste de viennois. Et vous voyez, qui a fait des très belles coupes anatomiques avec des très belles couleurs, mais des couleurs très bien faites. C'est-à-dire vraiment, le Rouvière à côté, c'est nul. Et en fait, on s'est aperçu que Pernkopf, bon, il a été membre du parti nazi. Là, c'est le jour où il a été élu à la tête de la faculté de médecine de Vienne. Mais c'est pas ça qui est important. Enfin, si, c'est que bon, mais il a été membre du parti nazi en 1933. Il a été membre des SA en 1938. Il devient doyen. En fait, en 1943, il devient doyen de la faculté de médecine de Vienne. Mais la grande question qui existe et qui est donnée depuis plusieurs années, c'est les cadavres qu'il a utilisés pour faire cet atlas qui se trouve dans toutes les bibliothèques sur lesquelles on étudie, sont-ils extraits, en fait, ont-ils été travaillés à partir de cadavres de juifs? Et en fait, la réponse semblerait oui. C'est-à-dire que on a étudié en fait les cadavres, et là, vous voyez, ça, c'est une des photos extraites sur les muscles du visage dans le Pernkopf. Et là, les gens ont dit, tout laisse penser qu'il a utilisé des cadavres. Alors, c'est vrai que les archives ont été détruites dans les bombardements, mais quand même, il y a eu un certain nombre d'interrogations, en particulier avec certains cadavres, en particulier ce cadavre. Vous remarquez que c'est un cadavre qui est quand même émacié, jeune, qui a la coupe rasée, enfin, qui était, en fait, on le voit, il était sur le cadavre était circoncis et qu'il avait un aspect sémite. Donc la question était, on pense qu'il a utilisé en fait des cadavres, il s'est servi de cadavres issus de camps de concentration. Alors il y a comme ça d'autres questions. Un type qui s'appelle Voss, qui est considéré comme le grand pape de l'anatomie. On sait qu'il a travaillé sur des cadavres de résistants polonais qui avaient été guillotinés. Une autre personne aussi emblématique, c'est Ottmar von Verschuer. Ottmar von Verschuer, c'est le pape de la génétique. Il était directeur de l'Institut pour l'hygiène raciale.
Mengele a passé sa thèse sur les fentes labio-paralatines dans le service. C'est un type qui a fait des multiples expérimentations, mais surtout, en fait, Mengele, quand il est à Auschwitz, il envoie à Ottmar von Verschuer des prélèvements anatomiques. Et il lui dit, il lui envoie, il lui dit, je vous envoie du matériel anatomique afin que l'Institut puisse poursuivre ses recherches sur la spécificité raciale des groupes sanguins. Et vous voyez, si vous allez sur Internet, vous avez cette photo. C'est-à-dire que c'est un très bel institut, hein, c'est un truc d'une super qualité. Et en fait, qui a été construit en 1934, vous voyez, c'est le modèle un petit peu de Beaujon. Donc, on a des photos. Vous voyez, c'était un institut tout à fait. Et il travaillait sur les jumeaux. Il était en fait un des meilleurs spécialistes sur les jumeaux. Il va publier jusqu'en 1954 sur les tuberculoses chez les jumeaux, sur les cancers chez les jumeaux. Et dans cet institut, travaillait en fait, il travaille. Alors ça, c'est les photos hein, dans le service. Et en fait, il a été dénazifié après la guerre. On l'a condamné à payer une amende. Et il a continué à être directeur de l'Institut génétique de Munich. Et il a fait en fait des tas de publications jusqu'en 1956 sur ses expériences. Alors on pense que parmi les données qu'il a héritées, il y avait les données que Mengele lui a données. Alors en voyant les photos d'archives du service, on voit ce jeune attaché qui fait un peu de manutention. C'est Mengele qui travaillait, qui était le chef de clinique dans ce service. Et en fait, qui était un des médecins du service. Enfin, j'y reviendrai la prochaine fois. Vous voyez. Donc, en fait, ça, c'est les photos du service. Et vous voyez, c'est la personne à droite qui travaille avec des étudiants. Donc, il était interne dans ce service. Mais Ottmar Verschuer n'a jamais été inquiété. Et donc, les expériences sur les jumeaux faites par Mengele ont-elles été initiées par Ottmar von Verschuer? On ne le saura jamais. Alors ensuite, je crois aussi ce qu'il faut comprendre, voilà. Donc je crois que les autres sujets sur lesquels on en parlera, si vous voulez, la prochaine fois, on évoquera. Mais si vous avez d'autres questions, et puis je crois que j'ai pas trop dépassé le temps, et puis voilà. Merci.